La vie prend parfois des détours quelque peu inattendus. Et par un étonnant concours de circonstances, j'ai fait la rencontre d'Yves Saint-Yves, un ancien directeur de banque, grand collectionneur et avant tout passionné d'aviation. À cette occasion, il a pris le temps de partager avec moi son savoir et j'ai pu admirer quelques-unes des plus belles pièces de sa collection. Comment je suis né à l'aviation? Je suis né avant la guerre, dans un village qui est célèbre par son fromage, qui s'appelle Neufchâtel-en-Bray. À l'époque, nous étions occupés par les Allemands et les Anglais nous bombardaient. Donc, à l'époque, il n'y avait aucun jouet, il n'y avait pas d'image. Et moi, ce qui me fascinait, c'était le bombardement par les Alliés, le ronflement des hélices des avions, le sifflement des bombes. Ça paraît curieux, mais quand on n'a rien à se mettre sous la dent, c'est tout à fait, surtout pour un gamin. Et les Allemands qui envoyaient des fusées vertes dans le ciel pour tirer la DCA. Bon, donc ça, c'est le point de départ de mon intérêt pour l'aviation. Sorti de la guerre, parce qu'il y a eu la guerre, mais il y a eu l'après-guerre, et après l'après-guerre, c'était toujours pareil. On crevait de faim, il y avait pas de jouets, etc. Et moi, dès que je voyais un timbre avec un avion dessus, ben, je commençais à le ramasser. C'était une image pour moi. Voilà. Donc j'ai commencé à faire collection de timbres, tout jeune, dirigé un petit peu sur l'aviation déjà au départ. Et là, j'avais trouvé une carte postale signée de Blériot. Je savais que Blériot avait traversé la Manche, mais je ne savais pas que c'était le premier brevet de pilote au monde. Donc je me suis dit, ben, puisque j'ai le premier, je vais chercher les 100 autres, les 100 premiers. Et j'ai mis à peu près 50 ans, enfin entre 40 et 50 ans, à trouver les 80 signatures des 100 premiers. De fil en aiguille, d'ailleurs, je me suis mis à collectionner tout ce qui était autographe d'aviation et d'aviatrices et d'aviateurs. C'est un petit peu pourquoi j'ai toutes ces pièces de patrimoine que j'ai achetées dans les ventes sur offre, à Drouot, chez les marchands, etc. Tout ça pendant une cinquantaine d'années. Sans relâche, Yves a passé une vie à rechercher toute trace de ce passé glorieux. Il y a cependant dans sa collection une pièce tout à fait unique. Ce livre d'or a été créé par un certain Leca qui était commandant de bord dans l'aviation et qui, depuis l'origine, depuis 1915 à peu près, il avait recueilli la signature des légendes vivantes. Non seulement il avait recueilli les signatures, mais il les avait aquarellées. Alors le premier ici, c'est Blériot qui a traversé la Manche le premier. Blériot, à l'époque, c'était un fabricant de phares et de mobylettes à Suresnes. Sa famille, il avait une femme et de nombreux enfants. J'ai reçu une lettre de Blériot à ses débuts en 1906, donc c'était pas encore l'aviation, hein, construction d'appareils d'éclairage, chaudronnerie, tôlerie. Il s'est mis à construire des avions. Il y a eu le Blériot Ier, mais ce n'est que le Blériot XI qui a traversé la Manche. Alors, il a fait énormément de meetings, Blériot, comme tous les pionniers de l'époque. Et en 1909, donc, il était au bord de la faillite. Et son concurrent Latam, Hubert Latam, avait déjà essayé de traverser la Manche. Parce que le Daily Mail, journal anglais, promettait, c'est pareil, une prime de 25 000 francs or à qui traverserait le premier la Manche. Donc, Latam a essayé une première fois, il a améri. Blériot a eu, je ne sais plus, mais c'est 17 ou 27 accidents. Il s'en est toujours sorti, il cassait du bois, il se cassait les jambes, il se brûlait les pieds, etc., comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein. Ça, c'est une chute, c'est une photo, hein, c'est une photo de chute de Blériot à Cugnot, je ne sais pas où c'est, en mars 1910.
Donc c'était vraiment le tout début d'aviation. Il s'est dit, il était au bord de la faillite, et il dit, moi si je ne traverse pas la Manche, je vais déposer de bilan. Et donc, il y a une espèce, vous avez le moteur qui est ici, le réservoir d'avion, mais une pièce derrière, qui ressemble à un cigare. C'était un tuyau d'air pour ne pas couler, pour que l'avion flotte. Pour la flottabilité. Voilà, pour la flottabilité de l'avion. C'est son mécanicien Leblanc qui l'a réveillé à 2 h du matin. Et donc, il est parti et il faisait beau ce jour-là, heureusement, et il a réussi à traverser la Manche. Il a atterri près de Douvres, où l'attendait M. Fontaine, qui était un journaliste du journal Le Matin à Paris. Voilà, le petit journal d'époque signé de Blériot. Ça, c'est quand même intéressant, de son arrivée en Angleterre. Ça, c'est des photos d'époque extraordinaires. Ça, c'était son école d'aviation à Pau. Enfin voilà comment Blériot, à partir de ce moment-là, l'armée lui a commandé des avions. Après la guerre, la TECOR a racheté ses avions ainsi que ceux de Breguet pour faire l'aéropostale, etc. C'est comme ça que Blériot a construit énormément d'avions, énormément de gros avions, même des gros porteurs. Donc il fait de la publicité pour ses avions, quoi. Voilà. Alors le catalogue commercial. Catalogue commercial, voilà, si on veut. Voilà, encore toujours avec des pièces signées de lui, c'est assez extraordinaire. Avant les aviateurs, les montres étaient à gousset. Et Santos Dumont, ça le gênait de prendre sa montre. Il a demandé à Cartier d'étudier une montre pour aviateur. Et c'est Cartier qui a fabriqué le premier la montre bracelet. Par exemple, Wright, c'est américain, mais Wright, c'est quand même le pilote qui a réellement volé pour la première fois. Parce que, jusqu'alors, c'était des sauts de puce sur un terrain d'aviation où il faisait tout juste le tour du terrain d'aviation. Mais Wright, c'est l'homme qui a réellement volé pour la première fois, c'est-à-dire qu'il est sorti du terrain d'aviation, et ça s'est passé au Mans, aux Hunaudières, où il y a actuellement les 24 heures du Mans. 24 heures du Mans. Roland Garros est né en 1888 à La Réunion. Son père était avocat et il a eu des problèmes politiques. Donc il s'est exilé en Indochine. Et en Indochine, le petit Garros était malade. Il avait des problèmes pulmonaires. Donc son père l'a renvoyé en France, sur la Côte d'Azur. Et puis, guéri, il est monté sur Paris, où il a passé son école préparatoire pour HEC. Et donc il est sorti d'HEC, diplômé, en 1908. Et Garros est devenu riche assez rapidement, et il a été invité à se rendre à Reims, où il y avait les premiers meetings d'aviation. La brillante démonstration de Louis Pollan sur biplan voisin. Voire remporté par l'Américain Glyn Curtis la coupe de vitesse à 80 km/h. Et par Latam sur monoplan Antoinette, le prix d'altitude avec 155 mètres. Cette mémorable journée devait enregistrer l'accident de Louis Breguet qui brisait son appareil. Mais elle devait aussi enregistrer le succès de Henry Farman, emmenant pour la première fois 2 passagers, disons 2 héros, et enlevant ainsi le Grand Prix de Champagne. Record battu par la suite par l'aérobus d'Albessar, le premier de tous les avions de transport. Car le progrès va... Il est tombé, il a été subjugué par ce nouveau moyen de locomotion. Donc, il s'est mis à acheter son premier avion. Et d'ailleurs, c'est un petit peu son ami Audemars, qui était suisse et 100e brevet de pilote,
qui lui a appris à piloter. Roland Garros, sur sa demoiselle, avant sa traversée de la Rance entre Dinard et Saint-Malo. Alors ça date de 1910. Elle n'est pas en bon état, mais c'est une photo très intéressante. Et ensuite, donc en 1913, il a traversé la Méditerranée. Il a eu 2 problèmes au cours de la traversée de la Méditerranée. La première fois, il y a eu un culbuteur qui s'est, comment dirais-je, mélangé un petit peu dans le moteur. Enfin, je ne suis pas très précis en ce domaine. Et il a décidé de continuer. Et puis, il a eu l'idée de monter. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait quasiment plus d'essence. Donc, il a dit, ben, il ne me reste plus qu'une chose, je vais planer. À l'époque, on ne pouvait pas couper les moteurs. On ne pouvait pas. Donc, il a mis les moteurs au minimum, au ralenti, et je ne sais plus, de 1500 ou 3000 mètres, il a commencé à planer. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, bon, ben, je vais amérir, c'est la fin, etc. Et puis, il a vu des oiseaux, et il a aperçu les côtes tunisiennes. Donc, il a atterri à Bizerte, et curieusement, il n'y avait aucun officiel qui attendait Garros. Mais il y avait un gars de l'armée qui s'appelait Dorn. Et le lieutenant Dorn, il a donné son nom à la base 107, la base aérienne à Villacoublay, vous savez que c'est l'aérodrome présidentiel. C'est amusant, c'est amusant. Oui, il y a des lettres, j'ai des lettres très très intéressantes, on n'aura pas le temps de tout voir. C'est une lettre de Garros qui dénigre Védrine, qui dit que dans le vol Paris-Madrid, Védrine a triché. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ça c'est Roland Garros, enfin, c'est vrai que c'est une photo d'époque, mais quand même, au passage quand même, c'est lui qui a traversé le premier la Méditerranée, mais c'est lui qui a inventé l'hélice, la mitrailleuse à travers l'hélice. Là encore, j'ai une lettre écrite par Audemars à ce sujet, qui dit que en fait c'est Morane qui a inventé le système, mais que c'est Garros qui lui aura racheté. Mais en fait, officiellement, c'est quand même Garros qui a inventé la mitrailleuse à travers l'hélice, à travers une espèce de goulette. Et c'est lui également, et ça peu de gens le savent, c'est le premier pilote au monde qui a descendu un avion ennemi. Alors pour en terminer avec son histoire, pendant la guerre, il a été fait prisonnier par les Allemands. Son avion avait eu des ratés, il était obligé d'atterrir, il était prisonnier par les Allemands. Il est resté 2 ans prisonnier en Allemagne avec un certain Marshall. Et ils se sont évadés tous les deux. Ils se sont évadés avec des costumes allemands d'ailleurs. Avec des costumes allemands. Et ici, cette carte est représente sur le front de la Somme, recevant la Légion d'honneur. Donc Roland Garros et Marshall. Et puis, le gouvernement ne voulait plus qu'il revole pour d'aller combattre à nouveau. Et lui voulait absolument combattre à nouveau. Donc il est à nouveau combattre. On dit qu'il n'aurait pas été descendu par un Allemand, mais que son avion aurait eu un accident mécanique. Je connais un historien qui conteste cette photo. Maintenant, qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous savez, c'est un petit peu comme Nager Récolli, et puis Saint-Exupéry, etc. Ben oui, c'est-à-dire qu'on sait que personne ne saura jamais, la vérité exacte. Pourquoi le stade de tennis s'appelle Roland Garros? Parce que, en 1927, les mousquetaires, qui s'appelaient Brugnon, Cochet, Lacoste, Borotra, avaient gagné la Coupe Davis. Et à cette époque-là, ils jouaient au Stade français. Et le président du Stade français, il s'appelait Émile de Sieur, des huiles de Sieur. Bon. Et Émile de Sieur était un HEC. Et Roland Garros, c'était son copain de promotion. Et comme les mousquetaires avaient gagné la Coupe Davis, il fallait un terrain spécifique pour le tennis. Donc il a dit, moi je ne financerai un terrain de tennis, c'est la seule condition qui porte le nom de Roland Garros. Parce que, traverser la Méditerranée, premier pilote à avoir descendu un avion ennemi, etc. Donc ce qui a été fait. Et pour boucler la boucle, Émile de Sieur est venu voir mon patron à l'époque, que j'ai bien connu, qui s'appelait Pierre Ledoux, qui était président de la BNCI puis de la BNP, qui était HEC, pour financer les bâches. C'est comme ça que la BNP, et BNP Paribas aujourd'hui, est devenue le premier sponsor au monde du tennis. La boucle est bouclée.
comme dirait Pégou qui a fait le premier looping. Voilà. Voici un premier vol. Un premier vol, c'est un avion qui va pour la première fois d'un point à un autre. Voilà. Et ça, c'est le premier vol de Mermoz traversant l'Atlantique. Vous avez deux femmes extraordinaires. Vous avez Adrienne Bolland, qui la première en 1920 a traversé la cordillère des Andes, et vous avez l'Aquarelle ici qui reprend la cordillère des Andes. Et en 1920, c'est-à-dire c'était 10 ans avant Mermoz. Alors là, voilà le pompon de ce livre qui est extraordinaire. Vous avez Saint-Exupéry avec une aquarelle du désert et Mermoz avec l'arc-en-ciel, avec la signature de Cousinet, et Landry qui était le pilote d'essai de Cousinet. Il y a énormément de constructeurs, il y en a qui ont réussi brillamment, comme Breguet, Dassault, etc. Mais vous en avez d'autres, comme de Perdussin, qui me revient à l'esprit, qui a fabriqué le Spad, qui était un avion extraordinaire. Et le plus, comment dirais, celui qui me vient par la tête, c'est Cousinet. Cousinet qui a fabriqué l'arc-en-ciel avec lequel Mermoz a traversé l'Atlantique. Eh bien, Cousinet qui avait épousé 2 ans après la mort de Mermoz son épouse qui s'appelait Gilbert Chazotte, en 1956, Cousinet est mort dans la misère, et avant de se suicider, il a tué la femme à Mermoz. Voilà, mais ça, c'est l'aviation et toutes ces histoires. Nous avons donc passé l'après-midi à passer en revue les premiers vols des pilotes de l'Aéropostale, des plans d'avions Farman, des archives de Breguet. Et petit à petit, je commençais à percevoir une connexion évidente entre ces pionniers de l'âge d'or et les risques-tout des débuts de l'ULM. Il y avait sans aucun doute un esprit commun. Ils étaient animés par la même ferveur. C'est ce que j'appellerais plus simplement l'esprit pionnier.